bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 28 juin 2026. Dans les nouveaux locaux de Radio-Québec, donnez-moi votre impression sur le son, l'image. Je suis dans une plus petite pièce, donc j'ai comme probablement de l'écho. Il y a probablement aussi des sons qui viennent de l'extérieur. Donnez-moi une rétroaction de votre part. Et non, je n'ai pas mangé du curry depuis une semaine. C'est juste avec le nouvel éclairage, ça donne ça. On voit plus mes rides. Mais donc, ça résonne un peu, hein? Il y a de l'écho, merde. Il y a de l'écho. Il va falloir que je trouve une solution à ça. Peut-être si je parle plus près du micro. Et donc, en tout cas, on va trouver une solution. J'ai pas le choix. Je suis dans un... ça sonne écho, hein? Il va falloir trouver une solution. OK, mais peut-être pas aujourd'hui, mais on va trouver une solution à ça. OK. Je vais ouvrir une des portes. Attendez-moi une seconde, voir, ça va peut-être... On va peut-être avoir un peu moins d'écho. Ouais, je pense qu'il y a un peu moins d'écho avec ça. De la mousse au mur, oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas donné de la mousse au mur sur les quatre coins, là. Mais peut-être en arrière. On verra. De toute façon, aujourd'hui, on a un gros web journal. Encore une fois, on rôde un peu le nouveau système, le nouvel endroit, et puis des boîtes d'œufs sur les murs. On va parler aujourd'hui d'un événement qui s'est passé à Montréal et mais qui a une incidence mondiale. Et donc, on voit évidemment, on parle de la fusillade de Montréal. Il y a eu une fusillade à Montréal, 2 personnes sont mortes. Et donc, une policière et un passant. Et là, les médias ont immédiatement blâmé l'idéologie incel. On ne sait pas c'est quoi, là, mais ils ont inventé un nouveau concept, le mouvement ou l'idéologie incel. Personne n'avait jamais entendu parler de ça, ça n'existe pas. Et ils ont inventé ça, et là, ils blâment, tu sais, comme les hommes qui se radicalisent sur Internet, etc., etc. Ça fait longtemps que c'est une tendance dans les médias québécois, canadiens et mondiaux. On a des tentatives d'ingénierie sociale, et on attaque directement la masculinité, ce qu'ils appellent les hommes alpha, etc. Donc, il y a une raison pour ça, une raison politique pour ça. Et on va voir ça dans ce web journal-ci. Donc, on en a déjà parlé un peu, hein, lorsque Elisabeth Lemay avait tenu ses propos, rappelez-vous, là, les propos sur les hommes célibataires, et ça avait fait un débat, on avait fait une petite section sur comment les hommes se sont toujours sacrifiés pour les femmes. On avait remis une coupe de pendule à l'heure, et puis on va faire un peu la même chose aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une réelle offensive mondiale contre ce qu'ils inventent, le concept incel, hein, donc un concept fourre-tout, le concept fourre-tout des médias, c'est comme conspirationniste, c'est un concept fourre-tout. Tu sais, on parle du mouvement conspirationniste. Puis là, tu parles de vieilles personnes de 70 ans qui doutent de l'assassinat de JFK, puis tu le mets dans le même sac que des personnes qui, dans la vingtaine, dans la trentaine, qui refusent des mamans, qui refusent les vaccins pour leurs enfants. Ou ceux qui parlent de la Terre plate, il n'y a aucun lien entre toutes ces personnes-là, mais les médias ont construit un mouvement conspirationniste. Donc, ça fait partie de la novlangue, hein, c'est style 1984. Ils inventent des concepts, ils font disparaître des mots, ils font disparaître des idées, ils rendent des trucs... J'avais montré le manuel, il y a quelques web-journaux, le manuel du Parti communiste, hein, où est-ce qu'ils traitent tout le monde de nazi. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux autres, ils traitent tout le monde de nazi. Donc, c'est encore une fois, c'est sur le logiciel de 1984, la novlangue. On crée un concept, le mouvement incel, ça n'existe pas. Incel, c'est un mot anglais qui veut dire involuntary celibataire. Celibate, OK? Celibataire. Et donc... ce que c'est finalement, c'est un incel, c'est quelqu'un qui est pas capable de trouver de fille, qui veut pas... Et c'est involontaire, c'est-à-dire, c'est pas volontaire, c'est pas du célibat volontaire dans le genre MGTOW, Man Going Their Own Way, là, le mouvement MGTOW qui prend ses distances des femmes parce que les femmes sont, selon eux, rendues toxiques, etc., surtout les jeunes femmes. Et non, ça, c'est pas volontaire. Donc, ils ont mis ça sur le mouvement incel et c'est complètement ridicule, on va voir ça. Donc, dans les minutes qui ont suivi l'attentat, rappelez-vous, c'est un peu comme le 11 septembre. Dans les minutes qui ont suivi
les attentats du 11 septembre, on savait immédiatement que c'était Ben Laden. Comment on a pu le savoir? Ben, je veux dire, les services de renseignement le savaient et ont laissé faire. Mais là, c'est la même chose avec ça. Ce qui semble y avoir eu un laisser-faire de la part des médias, pas de la part des médias, mais de la part des services de renseignement, parce qu'ils semblaient savoir que ça s'en venait et ils ont laissé faire afin de rediriger l'attentat, parce qu'il y a eu une vraie fusillade, là, on a les images, rediriger l'attentat au profit d'une trame narrative mondialiste. C'est ce qu'on va voir dans ce web journal-ci. On va voir les coulisses de l'ingénierie sociale mondialiste autour de cette espèce de concept incel, etc., et du prétendu masculinisme, de la montée, etc. Et c'est pas qu'au Québec qu'il y a cette espèce d'offensive mondiale. On parle d'offensive 2024-2026. Rappelez-vous le documentaire Alpha, qui a été présenté, qui s'est même passé à Tout le monde en parle, contre les soi-disant mâles alpha. Et là, en France, c'est même le Sénat qui a publié un rapport. Donc ici sur BFM, c'est publié le 24 juin, c'est-à-dire genre 2-3 jours après l'attentat. C'est comme, pensez, timing et cui bono, là. En France, ils publient eux aussi. En même temps que le gouvernement canadien essaie de faire passer des lois comme C9, C22 et C34 qui criminalisent ou qui étendent les pouvoirs du gouvernement en matière de discours haineux, de radicalisation en ligne, et de liberté d'expression et de vie privée sur Internet, etc., et en utilisant la justification de la montée de l'extrémisme. En même temps que le gouvernement canadien essaie de faire passer ces lois liberticides-là, il y a un rapport du Sénat français qui sort. Dans les trucs mondialistes, c'est souvent comme ça se passe dans plusieurs pays simultanément. Et là, c'est quand tu vois ce genre de truc-là, tu commences à te poser des questions. Tu dis, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Donc, publié le 24 juin 2026, ça c'était cette semaine, un rapport du Sénat français alerte sur la progression des mouvements masculinistes en France. Notamment sur les réseaux sociaux, comment l'idéologie meurtrière, masculiniste, là, contamine de plus en plus les jeunes. L'idéologie meurtrière, on est rendu loin en esti. Invité du titre à la une, la sénatrice Béatrice Gosselin, etc. Donc, publié le 24. Il y a eu un boom avec les algorithmes, avec Donald Trump et Elon Musk. Alerte du rapport sénatorial sur le masculinisme chez les jeunes. Et là, ils font le lien avec Donald Trump et avec Elon Musk, etc. Elon Musk, c'est la liberté d'expression. Mais c'est vrai qu'au niveau de Donald Trump, il y a cette espèce, on avait dit fight, 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 et cette espèce de, rappelez-vous, le MMA à la Maison-Blanche, on avait dit que c'était pour insuffler de la combativité chez les Américains, pour pas se laisser faire. On a généralement des hommes qui sont avachis, qui ont une testostérone comme dans le plancher, complètement nulle, qui sont plus capables de rien faire, et on veut ça comme ça. Rappelez-vous, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, James Cameron, le producteur de Terminator et Avatar, qui disait « La testostérone est une toxine qu'on doit purger de notre système. Ils ne veulent pas de mâles avec de la testostérone parce que les mâles avec de la testostérone sont les seuls qui peuvent réellement se lever et s'opposer au système, ceux qui peuvent en avoir marre et réellement brasser la cage. » Dans une guerre de 5e génération, bien sûr, vous savez comment on est à Radio-Québec, on l'a toujours dit, à l'ère de l'information, chaque acte de violence renforce l'État. Et donc, c'est la raison pour laquelle il laisse faire, on l'a souvent dit, il laisse faire des attentats pour les récupérer politiquement. Et il y a eu, dans cette fusillade à Montréal, une récupération politique majeure. On dit que les femmes sont attaquées, etc., que le tireur visait les femmes, c'était misogyne, etc. On va voir ce qui en est dans le détail. Et donc, vous voyez ça ici, vous avez RFK Junior, le ministre de la Santé, qui lève des poids à plusieurs reprises. Pete Hegseth, le ministre de la Défense aussi, qui lève des poids, etc., etc.
On ne voyait pas ça avant chez Biden. Et donc, il y a cette espèce de culture de l'homme fort qui revient, de l'homme combatif, des forces armées qui sont capables de tout détruire, de la virilité. Oui, c'est de la virilité au fond. C'est ce que le système mondialiste combat, c'est la virilité. C'est pas le masculinisme, c'est la virilité. Ils ne veulent pas de virilité parce que la virilité peut... C'est la menace principale à leur système. Je fais ce genre de web journal, ce genre-ci de web journaux à intervalles réguliers parce que c'est une composante majeure de l'époque, le fait de s'attaquer directement à la virilité masculine, parce que la virilité masculine est le seul, les hommes sont les seuls à pouvoir réellement challenger les élites mondialistes. Ça a été comme ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et donc, on est dans une oligogynocratie. Si vous me permettez le néologisme, oligogynocratie, c'est la conception socio-anthropologique du pouvoir. On pourrait dire qu'on est dans beaucoup d'entre nous allons dire qu'on est dans une oligodémocratie, n'est-ce pas? C'est-à-dire on a un système politique apparemment démocratique. On peut voter, etc. Mais finalement, ce sont les élites qui dirigent en coulisses. Hein. Ce sont les élites mondialistes, le système, le cartel bancaire, les géants de la technologie, les gens qui se réunissent au Bilderberg, etc., qui tirent les ficelles. Donc, une oligodémocratie. Et les puissants de ce monde se cachent derrière les politiciens. C'est-à-dire c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui est invisible. Parce qu'on voit les politiciens mettre en place des politiques et on se fâche contre nos politiciens, mais ça vient d'où? Les politiques, souvent, ces politiques-là sont sorties de nulle part, c'est-à-dire elles ne viennent pas de la population, elles ne sont pas sorties de nulle part, en fait, mais elles ne viennent pas de la population. Il n'y a eu aucune demande de ça. Comme le mariage gay, c'est arrivé dans 15 pays de l'OTAN simultanément, puis il n'y a aucun peuple qui a demandé ça. Il n'y a aucun peuple qui a demandé le mariage gay, mais en l'espace de 2 ans, c'était fait dans tous ces pays-là. Et donc, généralement, les politiciens, on peut les critiquer parce que c'est eux qui ont... C'est pas eux qui ont réellement le pouvoir. Comme le disait Voltaire, pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Les politiciens, on peut les critiquer, et donc c'est pas eux qui ont le pouvoir. Si tu parles des oligarques, les gens derrière, le Bilderberg, etc., qui dictent les politiques à nos politiciens, là, tu peux pas critiquer ça parce que tu deviens un complotiste. Et donc, les médias gardent ça à un certain niveau, c'est-à-dire la critique des politiciens est permise, mais si tu parles de qui tient les politiciens, ça, c'est pas permis. Donc, c'est eux qui ont réellement le pouvoir, selon cette affirmation de Voltaire. Comment ils contrôlent les politiciens? On l'a expliqué en masse à Radio-Québec, à travers des opérations de chantage comme Jeffrey Epstein, à travers la dette notamment, aussi, et le judiciaire, des histoires judiciaires, comme, par exemple, avec Marine Le Pen, on l'empêche de se présenter à la présidentielle. Toutes sortes de problèmes judiciaires, comme Asselineau, François Asselineau, hein, qui a des problèmes judiciaires et qui fait un 180 degrés sur Trump. Et donc, qui commence à critiquer, alors qu'il le présentait essentiellement comme le meilleur ami de l'Europe. Tout d'un coup, il fait un 180 degrés, un vol de face, et il perd 50 points de QI en l'espace de 2 semaines. Et donc c'est ça, problème judiciaire, dette ou chantage. Si la dette ne fonctionne pas, on y va avec le judiciaire. Si le judiciaire ne fonctionne pas, on va avec des histoires de chantage pour contrôler les politiciens, organiser Oui. Et donc ça, c'est au niveau politique. Mais au niveau idéologique, on peut critiquer, par exemple, au niveau idéologique, on peut critiquer le wokisme, on peut critiquer le communisme, mais on ne peut pas critiquer le féminisme. Si tu critiques le féminisme, de façon même soft, c'est-à-dire liberté d'expression, etc., tout d'un coup, tu deviens un masculiniste et tu es associé à la violence, comme le dit le rapport du Sénat, là, le masculinisme meurtrier, l'idéologie meurtrière. Donc, si tu critiques le féminisme, tu tombes dans le masculinisme meurtrier.
Et il n'y a pas d'entre-deux, là. Okay? On va voir. Donc ça ici, encore une fois, c'est quelque chose au niveau politique, on ne peut pas critiquer ceux qui contrôlent nos politiciens, et au niveau idéologique, on peut tout critiquer sauf le féminisme. C'est la chose qu'on ne peut pas critiquer. Et donc, comme l'indique le point numéro 1 ici, le masculinisme est devenu l'antisémitisme du 21e siècle. Avant, on ne pouvait pas critiquer Israël, on ne pouvait pas critiquer les Juifs, etc., etc. Comme le dit J.D. Vance, c'est pas parce qu'on critique des politiques du gouvernement israélien qu'on est antisémite. J'ai montré ça dans le dernier web journal. C'est un peu comme tomber... c'est plus aussi tabou que ce ne l'était, surtout depuis Gaza. Maintenant, vous voyez Tucker Carlson, etc., le mouvement MAGA critique beaucoup les politiques du gouvernement Netanyahou, et donc c'est plus nécessaire. Et donc, ce que ça veut dire en termes voltairiens, c'est qu'ils ont plus réellement le pouvoir. Ils sont critiquables maintenant. Ils ont perdu leur ascendant, ils ont perdu le haut du pavé moral, ils ont perdu la guerre de 5e génération. Le combat maintenant, c'est au niveau de certains aspects du féminisme, et il y a plusieurs vagues dans le féminisme. Le féminisme de première vague, qui était tout à fait sain et souhaitable, c'est-à-dire l'égalité de droits, etc. Mais après ça, on a eu la critique de la masculinité. Ça, c'est le féminisme de deuxième vague, avec tous les trucs du patriarcat, etc. Après ça, il y a eu le féminisme de troisième vague. Ça, c'est l'idéologie de genre. C'est-à-dire, le genre est une construction sociale, et donc on n'a pas à dire à un bébé que c'est un petit gars ou une petite fille parce que c'est comme de l'oppression. Ça mène aux trans, ça c'est le troisième vague. Après ça, il y a eu le quatrième vague, ça c'est le mouvement MeToo. Tu sais, tu t'approches d'une fille et puis c'est comme tu te fais accuser de viol. Bien qu'il y ait eu des cas réels là-dedans qui devaient être dénoncés, il y a eu des dérapages massifs, et on va en parler un peu plus tard. Et donc, ce sont ces féminismes subséquents, non pas le féminisme de première vague, il faut bien que je fasse cette distinction-là, mais ce sont les mutations subséquentes du féminisme qui sont devenues toxiques et qui sont condamnables. J'espère que les personnes qui nous écoutent, il y a des féministes qui nous écoutent, qu'on aime bien, on pense à Marie-Josée Blackburn, et d'autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est pas une question de critiquer le féminisme de première vague, mais ce sont les développements subséquents qui sont devenus de plus en plus toxiques. Et c'est souvent ça qui est critiqué par le mouvement masculiniste. Je dis masculinisme avec un petit M, encore une fois, pas avec un gros M. Il faut faire la distinction, parce qu'il y a la version des médias, le masculinisme meurtrier, comme lors de cette fusillade. Et alors qu'il n'y a rien de masculinisme, il n'y a pas rien de masculinisme, mais le truc incel, la critique de certains éléments du féminisme, etc., c'est seulement une micro-partie de son idéologie, parce qu'il a laissé un manifeste que les médias n'ont pas voulu publier, et par la suite, les médias sociaux ont obtenu copie de ce manifeste, Rebel News entre autres, et ils l'ont publié. Et là, tout d'un coup, la version des médias s'est effondrée complètement, et on a vu les masques tomber, c'est-à-dire que les médias avaient créé de toutes pièces une trame narrative de Polytechnique 2.0, le gars en voulait aux femmes, est allé tirer, c'est un tireur contre les femmes. Or, c'est complètement faux, et c'est ce qu'on va voir dans ce web journal-ci. Okay? Voilà, donc, la fusillade, je vous montre un peu je me rappelle, mais tu vois, je suis tellement... je vous montre les événements de la fusillade, là. Est-ce que je l'ai montré? Je me rappelle même plus si je l'ai montré. Ouais, je suis comme stressé aujourd'hui, je suis pas... Non, il hit. Non, il est touché. That car's gone. Là, vous voyez le tireur qui recharge. Il vient de tuer un policier juste en face de lui. Et finalement, il est abattu. Donc, il a tué un policier, et il y a une policière qui se cachait, il y a un passant qui est arrivé, elle a tiré le passant, etc.
Donc, une histoire d'ingénierie sociale bâclée. On nous a dit que fusillade à Montréal, le suspect a laissé un manifeste dans lequel il s'attaque aux femmes. Ça a été ça, la trame narrative pendant à peu près 48 heures, jusqu'à temps que Internet mette la main sur le manifeste. C'est là qu'on voit que c'était pas du tout ciblé nécessairement contre les femmes, mais c'est qu'il y en avait contre tout le système capitaliste. Il s'attaquait à un ensemble de causes et que la trame narrative ne colle pas du tout, là. Hein? Donc, il dit notamment ici, voici les cibles qu'il mentionne dans son manifeste. Valid potential class A target include les quartiers généraux des agences de courtage en bourse. C'était anticapitaliste. Le gars, c'était comme essentiellement une antifa, là. Donc, anticapitaliste, les agences de courtage en bourse, les firmes multinationales d'investissement, les banquiers élites. Tu sais, les banquiers élites, là, ça fait pas très... en tout cas... les politiciens élites et autant libéraux que conservateurs, c'est-à-dire autant la gauche que la droite. Liberal, en anglais, c'est la gauche. C'est pas les valeurs libérales, comme les Français l'entendent, là. C'est la gauche. Liberal and conservative. Donc, c'est les deux. Ils s'attaquent aux deux. Après ça, il continue. Il dit l'industrie pornographique, les PDG de compagnies d'assurance santé, qui mettent la vie des gens, qui monnaient la vie des gens, les PDG des compagnies qui sont responsables de la destruction environnementale, c'est-à-dire le gars était un écologiste aussi. Après, il dit le point 7 en bas, regardez bien, c'est le point 8. Powerful and influential swindler who delude countless males into erroneous doctrine, especially masculinity, alpha male swindler, pick-up artist and speculation swindler. Donc, ce gars-là s'attaque aux masculinistes. Il dit, contrairement à ce que les médias ont essayé de faire passer, l'idéologie incel, anti-femme, le gars s'attaque aux masculinistes, c'est-à-dire que les Andrew Tate et tout ceux qui ont des podcasts qui parlent de Red Pill et de masculinisme et de... Ces gens-là sont des classes, des cibles de premier choix, class A target. Donc, regardez bien encore une fois, il dit que les masculinistes sont des cibles de choix. Powerful, influential swindler who delude countless males into erroneous doctrine, especially masculinity, alpha male swindlers, etc., etc. OK? Et ils ont essayé de le faire passer pour un masculiniste qui voulait tuer des femmes. OK? Donc, le problème, c'est que dans son entreprise, aucune femme... Il y a plusieurs problèmes, OK, avec la version, encore une fois, la version officielle, et on ne connaîtra jamais la version officielle, la version réelle des choses. Ça va être très difficile d'aller au fond de cette histoire, mais on va montrer certaines des incohérences. Et donc, il dit qu'on devrait tuer les masculinistes comme Andrew Tate, comme Myron Gaines, comme Brian Atlas, etc. C'est des cibles qu'on devrait... Et donc, le propos des médias vient de s'effondrer tout d'un coup. Ici, on dit, ça c'est Radio-Canada, le tenteur a laissé un manifeste contre les femmes. C'est contre les hommes et les masculinistes aussi. C'est contre le capitalisme. C'est contre la destruction environnementale. C'est un ensemble de choses. Et il parle aussi des femmes. Donc ici, le tireur responsable de la fusillade lundi a diffusé un manifeste à l'encontre des femmes. C'est tellement pas ça. Un document représentatif du mouvement incel, ça n'existe pas, qui appelle à une révolution violente contre le système pour des raisons masculinistes. Non, il dit on va tirer sur les masculinistes. Ce sont des cibles de choix. Je vous montre le manifeste du gars. Ça, c'est Radio-Canada. Ça, ici, c'est, comment il s'appelle? Jean-François Thériault. Salut, Jean-François. T'es un hostie de désinformateur. Radio-Canada a choisi de ne diffuser aucun extrait de ce document. Bien sûr, parce que ça contredit ta version, ça contredit ce que tu essaies de faire passer. Hostie de petit propagandiste soviétique. C'est scandaleux ce que les médias ont fait avec cette histoire-là. Et là, ici, voici pourquoi nous n'avons pas diffusé les vidéos.
Là, ici, ça, c'est la presse, mais on s'en fout de la vidéo, parce que la presse, c'est un journal écrit, et la presse, normalement, ne diffuse pas des vidéos. C'est pas un journal qui diffuse des vidéos, normalement. Mais la question, c'est pourquoi, c'est François Cardinal, l'éditorialiste en chef, qui écrit ça, là. Pourquoi, François Cardinal, tu n'as pas diffusé le manifeste? C'est ça la question. Et là, il explique que ça ne fonctionne. Regardez ça, c'est un mea culpa, là, ici. Donc, dans cet article, il dit, « Cela dit, je suis bien conscient que nous évoluons dans un monde différent d'avant les médias. Un monde différent d'avant. 2 points. Les médias ne contrôlent plus ce qui circule. Le filtre éditorial que les grands médias exerçaient naguère reposait sur une réalité simple. Décider de ne pas publier, c'était décider que personne ne verrait ce qui s'était passé. » Là, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont en train de vous démolir, de montrer vos mensonges, et c'est la raison pour laquelle vous essayez de contrôler Internet avec vos lois partout en France et ailleurs, au Royaume-Uni et au Canada, sur la vérification d'âge pour contrôler, verrouiller C9, C22 et C34 au Canada, parce que vous êtes en train de perdre le contrôle à cause d'Internet, parce que vous êtes des menteurs compulsifs. Vous cachez les choses aux gens, vous influencez le résultat des élections, vous mettez votre doigt dans la balance, vous n'êtes pas objectif, puis vous êtes des menteurs. Donc, avant, personne n'allait voir ce qui s'était passé. Aujourd'hui, cette réalité n'existe plus. Tout le monde a vu, même si nous n'avons pas montré ce qui s'est passé. Cela signifie que notre rôle a changé de nature. Nous ne sommes plus les gardiens de l'accès aux images. On parle de l'information. Vous n'êtes plus non plus les gardiens de l'accès à l'information, comme sur le manifeste du gars qui clairement ciblait les masculinistes, lui aussi. Il ciblait les masculinistes, hosties de petits menteurs. Cela signifie que notre rôle, nous sommes ceux qui tentent de répondre aux questions que l'image ne pose pas. La question que tout le monde se pose, en fait, c'est pourquoi les médias ont menti. Pourquoi les médias essaient de construire un narratif masculiniste, que le gars était anti-femme, etc., alors qu'il ciblait les cibles de choix. Dans ces cibles, il y a 2 pages sur les cibles. Les cibles, vous les avez ici. C'est en 13 points. Et dans aucun des 13 points, les femmes ne sont mentionnées. Dans aucun des 13 points de Class A Targets, les femmes ne sont mentionnées. Il parle des chrétiens, il parle des sionistes, il parle des profiteurs, des multinationales, il parle de ceux qui profitent de la crypto, etc., etc. Okay? Donc, mais à aucun moment donné, dans les cibles de choix, les femmes ne sont mentionnées. Et on ne l'aurait jamais su si Rebel News n'avait pas publié le manifeste. On aurait été obligé d'avaler votre narratif que votre histoire abracadabrante que le gars visait les femmes, alors qu'aucune femme n'a été ciblée parce qu'elle était femme. Il y avait une policière qui était là, mais elle n'a jamais été ciblée parce qu'elle était femme. Il y a eu un échange de coups de feu parce qu'elle était policière, puis elle répondait à l'appel. Aucune femme n'a été tuée, aucune femme n'a été ciblée, et les femmes ne sont même pas des cibles dans son manifeste, asti. Alors, c'est quoi cette affaire-là du masculiniste? Là, ici, évidemment, il y a les fact-checkers qui sont entrés dans le truc. Donc, analyse, fusillade à Montréal, ce que dit vraiment le manifeste, mais évidemment, vous allez lire ça, vous allez rien comprendre parce que Jeff Yates ne comprend rien à ce qui a été... Bon, il dit, oui, c'est vrai qu'il y a de l'anticapitalisme, etc., mais il revient comme élément principal, comme si c'était un manifeste contre les femmes, ce que ce n'est pas. Il parle de l'hypergamie. Il parle de la condition masculine à l'époque, c'est-à-dire qu'avec les applis de rencontres, etc., les femmes choisissent toujours ils ont comme beaucoup de choix et choisissent toujours les plus beaux mecs, les mecs qui ont réussi, etc. Puis 90% des gars sont invisibilisés. Et ça repose sur des statistiques. On va y aller, on va aller là. Donc, mais Jeff Yates ne comprend pas ce qu'il écrit. Encore une fois, sur la plupart des sujets, les journalistes sont des tarés congénitaux qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. On va vous montrer un peu de ce qui en retourne un petit peu plus loin. Donc ici, il dit genre, le suspect mentionnait l'hypergamie, une théorie incel. C'est pas une théorie incel hostie de taré. Je m'excuse pour les mots, là,
On va juste suggérer à Jeff Yates de lire Sextinction du docteur Deborah Soh. OK? Deborah Soh n'a absolument rien d'une incel, rien d'une masculiniste. C'est une PhD en sexologie et elle explique, elle est allée à tous les podcasts. Elle a fait Bill Maher, elle a fait Joe Rogan, elle a fait des dizaines de podcasts et elle a écrit un livre que je recommande à tout le monde, y compris Jeff Yates, pour être moins épais quand tu parles d'un sujet qui s'appelle Sextinction, The Decline of Sex and Future of Intimacy, Dr. Deborah Soh. Elle n'a rien d'une masculiniste et ce sont juste des statistiques et des études. OK? On va vous recommander aussi ce podcast-là ici qui résume très bien, je pense, dans la première demi-heure ou dans les premiers 20 minutes, si vous parlez anglais, ou si vous ne parlez pas anglais, mettez la traduction instantanée là, sur Google, sur YouTube. Ici, Why a Record Amount of Young People Are Saying No to Marriage and Sex. C'est The Sexless Generation, la génération sans sexe. Et encore une fois, c'est scientifique, ça. Et donc, contrairement à ce qu'affirme Jeff Yates, qui dit que l'hypergamie est une théorie incel, hostie de con, ça n'a rien à voir avec ce sont des faits vérifiables. Ce sont les statistiques, notamment d'applis de rencontres et d'études scientifiques. L'hypergamie existe. C'est un fait comme la météo, c'est-à-dire il fait 34 degrés ou n'importe quoi. La météo, c'est peut-être pas un bon choix parce que c'est très inexact, mais c'est comme la fucking biologie ou whatever. Donc, l'hypergamie, une théorie incel qui voudrait que les femmes préfèrent avoir des relations sexuelles avec des mâles alpha plutôt que des hommes ordinaires. C'est vrai et vérifiable. Peut-être pas pour toutes les femmes, mais dans les femmes, ça existe de façon totalement disproportionnée dans les femmes de la génération Z. Les femmes, genre, entre 20 et aussi dans la trentaine, c'est une statistique vérifiable. Et il ne sait pas de quoi il parle, comme la plupart des sujets. Les fact-checkers, ce sont des tarés congénitaux. Encore une fois, donc, aussi, le gars venait de l'Alberta. Donc, il est parti de l'Alberta, il est venu jusqu'à Montréal pour tirer 2 policiers. OK? Pensez-y 2 secondes, là. OK? Donc, il parle des firmes d'investissement, il parle des compagnies environnementales qui détruisent l'environnement. En Alberta, il y en a de ça. Il y a des compagnies, les sables bitumineux, etc., qui détruisent l'environnement, le CO2, blablabla. Il aurait pu faire sa fusillade ici. Ça fait partie des classes A target. Mais non, il est venu à Montréal. Il a fait 3600 km. Calgary, Montréal, c'est 3600 km. Le Canada, c'est grand. Les Français ont comme peut-être pas idée. Donc, il a fait 3600 km pour venir tirer sur des policiers, ce qu'il aurait pu faire à Calgary, ce qu'il aurait pu faire à Edmonton, il aurait pu faire ça à Toronto. Ben non, il a choisi Montréal parce qu'il déteste les femmes. Il y a des femmes ici à Calgary. Il y a des femmes donc ici au Canada à Calgary. Pour vous donner une petite idée de c'est quoi la distance entre la ville de Calgary et Montréal, c'est 3600 km. Donc, vous avez la distance entre Londres et Moscou, c'est 2900 km. Donc, c'est comme s'il avait fait en voiture Londres-Moscou et il avait fait un autre 7-8 000 km. 700-800 km. Il s'était rendu genre dans l'Oural, littéralement. Il est parti de Londres avec sa voiture, là. Puis il a passé Moscou, il s'est rendu à Stalingrad, il est presque dans l'Oural, là, pour venir tirer tirer sur des policiers à Montréal. Ça n'a aucun... Alors qu'il aurait pu faire autant de dommages à Calgary. Donner une autre idée, encore une fois, la distance entre Londres et Ankara, la capitale de la Turquie, c'est 3300 km. Donc, il manque encore 300-400 km. Donc, c'est comme s'il avait fait Londres-Ankara, puis il avait continué jusqu'à la frontière syrienne. Vous comprenez que ça n'a absolument aucun sens et que tout le dommage qu'il a fait à Montréal, il aurait pu le faire là-bas à Calgary. OK? Et là, on a entendu à la télévision des personnes qui faisaient le lien entre
la trame narrative, il y a eu des manifestations, c'est pour ça que ça a l'air comme organisé, parce que ça ne tient pas la route. Il y a eu des manifestations, genre dès le lendemain, contre l'idéologie incel, des femmes qui ont manifesté. C'est comme dans les manifestations, les révolutions colorées, les pancartes sont déjà prêtes, les médias ont déjà leurs coupables, ils ont déjà tout le mot, ils sont prêts. Les manifestations commencent tout de suite. Si tu es célibataire, c'est pas notre faute. Des manifestants montréalais dénoncent les dangers de l'idéologie incel. Alors que le gars n'a évidemment, encore une fois, il n'a ciblé aucune femme parce qu'elle était femme. Et ça s'est passé devant les locaux de la compagnie pornographique Pornhub. Mais encore une fois, là, les gens disent « Ah, il est allé à Pornhub. » Oui, il aurait pu aller en Alberta à Suncor, tu sais, tirer les dirigeants de compagnies énergétiques. C'est avant les compagnies pornographiques, tu sais, c'est comme... les banquiers élites, tu sais, mais non, il a fait 3600 km pour se rendre jusqu'à Montréal. Et les locaux de Pornhub, encore une fois, pensez-y, s'il avait voulu cibler les locaux de Pornhub, il serait rentré dans les locaux de Pornhub, il aurait tiré des gens dans les locaux de Pornhub. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. C'est comme Charlie Hebdo. Rappelez-vous, quand ils ont voulu faire l'attentat à Charlie Hebdo, si ça s'est réellement passé comme on nous le dit, là, encore une fois, il y a des doutes là-dessus. Les policiers qui ont fait enquête se sont suicidés le soir même, etc., etc. Bataclan et tout ça, là. Et donc, quand j'ai perdu ce que je voulais dire, là. Quand il y a eu Charlie Hebdo, les tireurs sont rentrés dans Charlie, ils ont tué des gens dans Charlie, hein, selon la version officielle. Et là, il n'est même pas rentré dans les locaux de Pornhub. Donc, et il y a aussi l'ancien policier Maxime Ouimet qui dit que lui, c'est un ancien policier, puis il a des contacts au SPVM, la police de la Ville de Montréal. Il dit que les 5000 policiers du SPVM ont reçu une note qui disait que des personnes de l'Alberta allaient cibler des policiers. Je vous montre la vidéo de Maxime Ouimet. Maxime Ouellette. OK, là, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe présentement? TVA, ça va finir par se savoir. Il y a 5000 policiers du SPVM qui ont reçu le mémo à l'interne qu'ils étaient au courant qu'il y a des gars de l'Alberta qui avaient fait des menaces de mort sur des policiers de Montréal et étaient en train de dire à la population, d'essayer de leur faire gober encore que c'est un extrême droite misogyne. Honte à toi. C'est à cause de vous autres qu'il se passe des affaires comme ça. C'est à cause de vous autres. C'est à cause des médias. Ils ont inventé un discours complètement. On vous a montré des éléments du manifeste où est-ce que le gars cible les masculinistes autant que les féministes. En fait, dans le manifeste, il ne dit jamais que les femmes sont des cibles ou que le mouvement féministe, il aurait pu aller s'il avait voulu faire du gros dommage, il aurait pu aller à la Fédération des femmes du Québec, là, ici, et rentrer et tirer, ou dans les locaux de rentrer et tirer, mais c'est pas ça du tout. Et si ce que Maxime Ouimet dit est vrai, les policiers savaient, donc ils savent qui était, ils les ont laissés faire, et ceux qui étaient ciblés, c'était les policiers et non pas les femmes, contrairement au discours médiatique. Tout ça, j'explique tout ça parce que l'élément principal, la chose la plus importante à faire pour nous, en tant que citoyens, c'est de nous dégager de l'ingénierie sociale, que les opérations d'ingénierie sociale ne prennent plus sur la population, parce que si à chaque fois que, les gens manifestent, par exemple, parce qu'une église est transformée en mosquée, les gens ne veulent pas, là. Il y en a une à Ottawa, là, encore une autre. En plus, elles brûlent et où elles sont transformées en mosquée. Si les gens manifestent contre ça, là, il va y avoir un attentat, puis il va y avoir des musulmans qui vont mourir, puis une extrême droite, puis là, tout le monde va rentrer à la main. Tant qu'on ne sera pas libéré de l'ingénierie sociale, puis qu'on ne sera pas capable d'avoir du recul sur les opérations d'ingénierie sociale, on va toujours être manipulable comme des hosties de moutons. Donc, je l'ai dit durant la COVID, la chose la plus importante pour les citoyens, c'est de se libérer de l'esclavage mental de la part des médias, des agences de renseignement, etc.
J'avais même dit à l'époque, j'avais mentionné la chanson de Bob Marley, là, « Emancipate yourselves from mental slavery ». Il faut s'émanciper de l'esclavage mental et voir à travers ces opérations d'ingénierie sociale. Okay? Donc, fusillade, vision synoptique, le système essaye voit maintenant la montée de la virilité. Je ne veux même pas utiliser le masculinisme, c'est leur terme. Le retour de la masculinité, de la virilité comme un élément problématique. Ce retour de la virilité est, c'est vrai, moussé par Trump, le fight, 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 le MMA, le fait de pousser des poids. C'est vrai qu'il y a aussi le mouvement des Red Pill, là, ceux que les médias appellent les masculinistes, ça vient des États-Unis aussi. Il y a cette espèce de... C'est vrai qu'il y a une espèce de retour de la virilité. C'est une menace pour les mondialistes. Plusieurs pays se coordonnent pour cibler ce qu'ils appellent la masculinité, ce qui est en fait la virilité, comme le problème principal. Ce n'est plus l'antisémitisme, c'est la masculinité. Parce que parce que les hommes virils sont la menace principale à l'élite oligarchique du système. Et regardez, donc, ça, c'est vision synoptique. Le timing, il y a le rapport du Sénat français, il y a toutes les projets de loi sur la radicalisation en ligne et les discours de haine qui passent, ça donne une justification pour passer ça. Là. Tous ceux qui avaient des réticences maintenant vont se la fermer parce qu'un masculiniste a ciblé des femmes. Des experts proposent des solutions pour contrer la radicalisation. OK? Alors que, encore une fois, il n'a ciblé aucune femme, contrairement à l'attentat de Polytechnique dans les années 80. Ça, c'était un réel attentat contre les femmes, c'est-à-dire que Gamil Garbi, c'était pas Marc Lépine son nom, c'était Gamil Garbi. Il s'appelait Marc Lépine. Gamil Garbi, son père était je me rappelle plus, je pense syrien ou palestinien, algérien. Et il est allé à l'école polytechnique et trouvait que les femmes prenaient trop de place en polytechnique. Il n'aurait pas été content en Iran. Et en Iran, je pense que 70% des admissions en ingénierie, c'est des femmes. Il est arrivé là, dans une salle, avec un fusil semi-automatique, puis il a dit aux filles, mettez-vous d'un côté, puis aux garçons, tassez-vous de l'autre, et il a tiré dans le tas de filles. Il a tué 14 filles. Alors ça, c'est un réel attentat. Ça, c'est un réel attentat antiféministe. Ce que vous avez vu maintenant, cette semaine à Montréal, ça n'a rien de ça. Les femmes ne sont même pas mentionnées comme des cibles dans le manifeste. Elles n'ont pas été ciblées non plus de facto, mais il y a des tartes qui ont été nous dire que ça ressemblait à Polytechnique et que le gars ciblait les femmes. C'est une fabrication de A à Z. Tout le dommage qu'il a fait, il aurait pu le faire en Alberta, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Trop de sucre, c'est tout ça? Est-ce que ça s'adresse à moi? En fait, j'ai pas pris de sucre. Normalement, je prends du miel de Manuka avant le web journal. Puis avec le déménagement, j'ai pas toutes mes affaires. J'ai pas mon miel de Manuka. Donc, rapport masculiniste, c'est ça. Le retour de la virilité, c'est l'événement le plus important du début du 21e siècle et c'est la menace idéologique principale contre le système mondialiste. Okay? C'est pour ça qu'ils produisent des rapports qui mentionnent ça comme une menace. C'est même plus l'antisémitisme, c'est le masculinisme, etc. Maintenant, on parle de podcast. Je vous ai parlé, c'est quoi l'idéologie incel? C'est 23 juin 2026, c'est Radio-Canada, What is an incel? Ça, c'est contre la haine en ligne, etc., etc. Rappelez-vous les propos d'Élisabeth Lemay, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Marina Bastarache, qui disait qu'elle détestait les hommes hétéros, elle détestait les hommes blancs hétéros, c'était son ennemi principal. Le documentaire aussi, Alpha, documentaire saisissant sur l'ampleur du mouvement des mâles alpha, etc. D'où est-ce que ça vient? Il ne mentionne jamais de nom, il ne mentionne que Andrew Tate, mais il y a beaucoup plus que ça. Aux États-Unis, c'est immense. Vous sous-estimez... on sous-estime réellement l'ampleur de ça et l'ampleur du tremblement de terre masculiniste, red pill, on pourrait dire, de la pilule rouge. Il y a plusieurs podcasts qui sont très populaires et qui parlent de ça. Il y a ici ce qu'on appelle, ça c'est sur YouTube, le Whatever Podcast, qui est animé par Brian Atlas,
OK? Où est-ce qu'ils invitent? Ils invitent souvent beaucoup de femmes avec un ou deux gars et ils les questionnent et, tu sais, c'est encore une fois, c'est sur le fait que les attentes irréalistes des femmes, que les hommes aussi ont des besoins, etc., que les hommes sont utilisés souvent pour... il y a de la manipulation des femmes envers les hommes et c'est pour ça que les hommes se retirent du marché des rencontres, etc. Donc ça, c'est whatever. Le plus dur, celui qui est sur la ligne Andrew Tate, c'est Fresh and Fit. Le Fresh and Fit podcast avec Myron Gaines. Ça ici, ça c'est très dur. C'est les femmes doivent retourner à la cuisine, etc. Et avec des arguments, on peut être d'accord ou non. Après ça, aussi dans le Whatever Podcast, il y a une autre personnalité que vous devez connaître, c'est Andrew Wilson. Lui, il est plus sur la base de la philosophie et c'est plus un truc chrétien. C'est-à-dire que sa vision du monde est tirée de la Bible et il argumente avec de la philosophie là-dessus. En fait, c'est probablement le debater le plus coriace que vous avez aux États-Unis. Il n'y a aucune personne au Québec qui serait capable de contrer les arguments de Andrew Wilson. Ça, c'est ceux qui connaissent Andrew Wilson, il débat, même moi, j'aurais peur de le débattre. Je pourrais dire non, on ne peut pas... J'irais le critiquer, le masculinisme, pour faire plaisir à Marina Bastarache et peut-être devenir son chum éventuellement. Et là, mais j'aurais peur contre Andrew Wilson quand même. Et il y a aussi le MOA Podcast, Men of Action, avec, ça ici c'est plus soft, Michael Sartain, mais il y a quand même, et aussi Rollo Tomassi, j'ai oublié de montrer son Rollo Tomassi, on va y aller quand même. Ça, ce sont les gros podcasts dont on ne sort jamais les noms. Lorsqu'on parle du masculinisme, parce qu'on ne voudrait pas que vous ayez voir, encore une fois, c'est comme le manifeste, on ne voudrait pas que vous ayez voir ce qu'ils disent. Et si vous n'allez pas voir ce qu'ils disent, ben, ils peuvent raconter n'importe quoi, comme le manifeste. S'ils les mentionnent, vous allez aller sur les podcasts, vous allez écouter, vous allez voir ce qu'ils disent, vous allez peut-être trouver que certains arguments ont du sens, d'autres non, ils vont trop loin. Myron Gaines, là, non. Mais d'autres arguments sont réellement... c'est pour ça que les médias pratiquent l'omerta. Hein, ils ne veulent pas que vous ayez accès à l'information. C'est pour ça que les attaques sont toujours floues. T'sais, conspirationniste, c'est flou. Masculiniste, c'est flou, etc. La haine, c'est flou. Qu'est-ce que tu veux dire par haine? C'est quoi les opinions haineuses, là? Je veux dire, puis quand tu essaies de définir la haine pour essayer d'avoir une critique opérante, là, c'est-à-dire, ils sont jamais capables de définir, à moins que ce soit réellement, genre, envoyons-les dans les chambres à gaz et tirons-les tous, là. Mais, ça, tout le monde s'entend. Mais sinon, genre, est-ce que, tu sais, sur l'immigration, là, tu sais, 90% des gens sont peut-être même... Ouais, autour de 80-90% des gens sont contre. C'est-tu de la haine? C'est bizarre que 90% des gens soient haineux. Je dis ça, on se fie sur un sondage qui est sorti récemment, en fait, cette semaine, un sondage européen. 83% des Français sont favorables à l'immigration négative. Ça, c'est-à-dire remigration, la remigration. 83% des Français sont favorables à l'immigration négative. Vous voyez ici, ça, c'est CNews. Donc, êtes-vous pour ou contre l'immigration négative, c'est-à-dire le renvoi de certaines catégories d'étrangers déjà présents en France, notamment les délinquants, criminels ou chômeurs de longue durée? C'est 83% qui sont en faveur, 16% contre. Vous avez ici, donc, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Journal du Dimanche, 83% des Français sont pour le renvoi de certaines catégories d'étrangers déjà présents en France, notamment les délinquants, les criminels ou chômeurs de longue durée. Il y a juste une personne dans le paysage, il y a deux personnes. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est contre la remigration et il y a François Asselineau qui est contre la remigration. Dans une vidéo récente, il expliquait que c'était difficilement opérable et que les renvoyer où? Et puis, il était contre la remigration, même des chômeurs de longue durée, des criminels professionnels. Et tout, il est contre. Okay. Donc, tout ça pour dire que, voilà, donc ça, c'est les podcasts.
ce qui ressort de la plupart... Je vous explique parce que vous n'aurez jamais ça. Jeff Yates ne va pas vous expliquer c'est quoi qu'il y a dans ces podcasts-là. Ces podcasts-là totalisent des centaines de millions de vues ensemble. Des centaines de millions de vues. Ils ont un succès. Regardez le nombre de vues sur les vidéos. Tapez Whatever Podcast, Moa Podcast ou Fresh and Fit. Ce sont des dizaines de millions, des centaines de millions de vues ensemble. Et donc... Il critique les attentes totalement irréalistes des femmes. Hein? Les femmes qui vont avoir tendance... ils ont le syndrome de la princesse. Je veux dire, les femmes, surtout les femmes dans la vingtaine et la trentaine. Dans la quarantaine, cinquantaine, quand ils ont frappé le mur, généralement, ce qu'eux disent, c'est que les attentes diminuent un peu, surtout si elles sont seules. Mais pour la génération Z, c'est 6 feet tall, 6-pack and 6 figures. C'est ce que toutes les filles demandent. C'est-à-dire qu'il faut que le gars soit au moins 6 pieds de haut, qu'il ait des abdominaux et qu'il fasse au moins 100 000 $ et plus. 6 figures, c'est un salaire à 6 chiffres. Et donc, ce qui revient souvent dans ces podcasts-là, c'est qu'ils invitent des filles, les filles donnent leurs critères, puis ils me rendent ça dans un logiciel et ils se rendent compte que c'est moins de 0,5%, moins de 1%, 0,023% des garçons qui répondent à leurs critères. Et c'est ça, finalement, la critique, c'est-à-dire que les filles, là, je dirais aux États-Unis, mais je pense que c'est constant un petit peu à travers plusieurs pays, ont des attentes irréalistes. C'est ça l'hypergamie. L'hypergamie, c'est ça ici. Donc, le modèle traditionnel, c'est ce que vous avez, par exemple ici, 1955, comme une fille super belle allait se prendre un gars super beau, le moyen allait prendre un moyen, puis les moins beaux allaient prendre les moins beaux. C'est pas beau, mais disons, c'est attrayant, ou en termes de SMV, le Sexual Market Value, sur le marché des rencontres, de la sexualité, de la valeur relationnelle. Si tu n'as pas beaucoup de valeur relationnelle, tu vas avoir un partenaire qui n'a pas beaucoup de valeur relationnelle, etc., etc. Mais là, avec les applis de rencontres, et ça a explosé depuis la COVID, la plupart des femmes veulent le 10% d'hommes au sommet, veulent des chads. Ça, c'est absolument pas débattable. Et c'est pas une idéologie incel. C'est massivement démontré. C'est-à-dire que tous les gars qui sont moyens, mettons comme la fille, c'est un 4. Je sais qu'on ne devrait pas donner des chiffres sur le... Mais tu sais, sur 10, là, mettons que la fille est comme ordinaire, c'est un 4. Elle va jamais prendre un gars 4 ou 5. La fille va prendre un 7, un 8, un 9, quelqu'un qui a un bon salaire. Elle va exiger... Elle a pas un bon salaire, elle n'est pas super belle, puis elle va exiger un gars qui a un bon salaire, qui est assez grand, puis qui est comme... Donc, il y a cette espèce d'enflure des attentes des femmes envers les hommes, et elles cherchent toutes, dans cette génération-là, là, dans la 20-30aine, des hommes, le top 10% des hommes. C'est ça, l'hypergamie. C'est ça, l'hypergamie. C'est la concentration du regard féminin vers le haut de la hiérarchie de la reproduction. Mais ça a toujours été un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que les femmes ont toujours préféré des hommes avec un haut statut social. C'était comme ça aussi dans l'Antiquité. C'est pour ça que les hommes se battaient entre eux pour avoir du statut social, pour pouvoir avoir des meilleures chances de reproduction, parce que les femelles regardaient, elles aussi... vers le haut. Les femmes ont toujours regardé vers le haut. C'est très rare que vous allez, par exemple, trouver une fille qui va dire « Ouais, j'aimerais ça trouver un gars qui a un moins bon salaire que moi. » Ou, vous comprenez ce que je veux dire? Les filles ne regardent pas en bas. Généralement, les filles regardent en haut. Elles veulent un gars plus grand qu'elles. Elles veulent un gars plus fort qu'elles. Et elles veulent un gars aussi avec un meilleur salaire qu'elles, généralement. Oui...
Je sais, là, la fille dans le rang numéro... Pas elle, pas toi non plus. Je sais, il y a comme plein d'exceptions. À chaque fois que je fais des généralisations comme ça, il y a toujours des personnes qui me disent « Non, ma cousine n'est pas comme ça. » Oui, OK, c'est pas... On parle de statistiques et de généralités. Si vous voulez les statistiques, les études, etc., allez voir les podcasts et achetez le livre du docteur Deb Russo, qui n'est pas une masculiniste, qui va vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Études à l'appui. OK? Ça s'appelle des statistiques, de la science, des études, etc. Ça, l'hypergamie, c'est vérifié. OK? Le problème aussi, par exemple, étant donné que les filles cherchent toujours un gars avec un plus haut salaire qu'elles, généralement, là, le fait que les salaires des femmes augmentent, ça fait aussi en sorte que c'est plus difficile pour elles de trouver un gars qui fait plus qu'elle. Tu sais. Si une fille fait 200 000 $ par année, parce qu'elle a une job dans la hiérarchie d'une corporation, vice-président, même présidente, ou elle fait 500 000 $ par année, c'est très difficile de trouver un gars qui va faire plus qu'elle. Donc, souvent, ça cause de la souffrance. Et c'est ce que disent plusieurs de ces podcasts-là, c'est-à-dire il y a des conséquences à ça. Et c'est ce que dit aussi, c'est ce que disait le tireur dans son manifeste. Là, ici, c'est lui, Seth Hatfield, déplorait certaines des tendances de la société qui faisaient en sorte que ça faisait s'effondrer le taux de natalité, ça tordait complètement les relations hommes-femmes, etc. Les applis de rencontres, là, tu sais, où tu as tellement de... Les filles ont à peu près 100 likes pour un like par gars. Tu sais, en tout cas, c'est compliqué à expliquer, mais les filles ont à peu près 100 fois plus de demandes sur les applis de rencontre que les garçons. Les garçons, et c'est toujours les mêmes qui se prennent la totalité des filles. Un autre problème de cette hypergamie-là, étant donné que les filles regardent toutes le haut de la pyramide de la valeur sexuelle, c'est que le 10% des gars au sommet de la pyramide ont amplement le choix. C'est-à-dire, toutes les filles les veulent et peuvent se permettre d'être des salopards. C'est-à-dire, tu sais, comme... Étant donné que toutes les filles les regardent, ils ont comme... tu sais, le 90 inférieur est pratiquement invisible. En dessous de 5, tu n'existes pas. Mais le 10%, le top 10% ont toutes les opportunités et donc peuvent traiter les filles comme ils veulent, et puis, tu sais, en avoir 3, 4, et moi, je veux pas être exclusif, et puis, souvent, les filles acceptent ça, tant qu'il est riche, ça arrive, ça. Je sais que toi, tu n'accepterais pas, là, il faut toujours... Mais c'est comme ça, lisez, encore une fois, regardez les émissions, lisez. Il y a aussi ça ici, Alpha Central, où est-ce que ça, c'est surtout vous voyez les Alpha Central. C'est surtout... il n'y a pas de commentaires, c'est juste des clips de filles qui disent qu'est-ce qu'elles veulent, des vox pop dans la rue, etc., etc. Et on voit... il y a des dizaines de milliers de ces clips-là où les filles disent exactement leurs préférences. Ça fait que c'est ça l'hypergamie, OK? Donc, c'est des attentes aussi irréalistes. C'est ça que je dis, là, c'est 6 feet tall, 6 packs, 6 figures, au-dessus de 100 000 $ de salaire, etc., etc. Et il y a aussi, donc, d'un côté, il y a les filles qui ont des attentes irréalistes envers les hommes, qui regardent le top 10%, et il y a aussi toute la question de MeToo, où est-ce que il y a aussi ces dizaines de vidéos où on voit des gars qui essayent d'approcher des filles, genre poliment, puis qui se font tourner, ou genre, tu tournes la tête au gym vers la fille, puis là, c'est comme, tu m'espionnes, qu'est-ce que tu me regardes, creep, et puis, tu sais, et donc, cette espèce de rejet des hommes, d'arrogance extrême des femmes qui pensent toujours qu'elles sont comme harcelées par les hommes, etc., même quand les hommes font rien des fois. Et donc, finalement, les hommes ont dit, et c'est ça le truc de ces podcasts-là, qui expliquent que les hommes se sont retirés du marché. Il y a des statistiques là-dessus, là, encore une fois, Deb Russo, il y a des statistiques là-dessus. Les hommes ne font plus aucun move, ne font plus aucun
pas vers les femmes. Dans les bars, ils n'approchent plus les filles pleurent et s'en plaignent. Au gym, ils ne parlent plus aux filles parce qu'ils vont se faire, leur face va se retrouver sur une vidéo TikTok avec du commentaire négatif. Les hommes ne font plus rien, sont paralysés et attendent que les filles fassent le premier pas. Et ça, encore une fois, il y a beaucoup de filles qui s'en plaignent. Donc, c'est ce que tous ces gens-là ne vous expliqueront pas. C'est ce qu'on appelle du red pill content, la pilule rouge en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Ça n'a rien à voir avec incel. Incel qui est, encore une fois, je le répète comme j'ai dit, qui est un truc entièrement fabriqué par les médias. C'est comme conspirationniste. C'est comme mettre... c'est une condition sociale, incel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aurait voulu avoir une blonde, qui aurait voulu avoir une copine, mais qui en a jamais eu. Et donc, qui est resté tout seul puis qui se branle devant de la pornographie. Ça, c'est ça, un incel. Mais là, de dire qu'il y a un mouvement incel. Et donc, maintenant, toutes ces personnes-là, ces influenceurs-là, Myron Gain, Brian Atlas, comment il s'appelle, lui? Michael Sartain, Rollo Tomassi, etc., c'était des cibles de la part du tireur de Montréal. Il disait les influenceurs masculinistes, mais encore une fois, on rappelle, ils étaient des cibles mentionnées, alors que à aucun moment donné, les femmes, le mouvement féministe n'est mentionné dans les cibles. Dans les 13 cibles privilégiées, à aucun moment donné, les femmes ne sont mentionnées comme des cibles. Ceux qui sont mentionnés comme des cibles, c'est eux. Parce que c'est eux qui amènent, avec des philosophies erronées, les hommes dans des cul-de-sac relationnels. Donc, il y avait une haine le tireur avait une haine de ces podcasts-là, mais on essaye de nous faire croire que le tireur faisait partie de cette gang-là et voulait tirer des femmes. Or, c'est entièrement faux. C'est une opération d'ingénierie sociale de A à Z. OK? Maintenant, on va continuer rapidement. J'espère que c'est clair. Et là, encore une fois, ne regardez pas seulement le cas de la fusillade de Montréal. La fusillade elle-même n'est pas importante, OK? C'est pas de regarder les images et de savoir si c'est vrai ou non. C'est pas ça. Ce qui est la nouvelle, c'est l'opération d'ingénierie sociale de la part des médias et de comment ça s'inscrit dans un contexte de guerre des mondialistes contre la virilité. Parce que la virilité est la seule... une montée de la virilité, comme le souhaite Trump, là, comme essaie de fight, c'est ce qui peut nous permettre de briser les chaînes du mondialisme. Parce que quand les hommes se mobilisent, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Mais il faut que ça se fasse de façon pacifique. OK? Encore une fois, on le répète. Voilà. OK, donc ça, c'est une... Après ça, encore une fois, on essaie, donc cette entreprise d'ingénierie sociale contre la virilité, etc., on essaie de le faire passer pour un anti-femme, etc. Alors que pendant ce temps-là, le système mondialiste frappe en silence et fait taire tous les influenceurs qui remettent en question l'idéologie dominante. Et là, regardez ça ici, impunité. Donc, on a, comme à peine un mois et demi après la mort du petit Novak, il y a le petit Louis en France, 17 ans, qui se fait tabocher par des racailles. Et il finit par décéder. Fais demi. Voilà. Je vais t'enculer. Fais demi-tour. Fais demi. Cours. Je vais t'enculer. Et donc, finalement, il frappe et il décède. Et donc, on a la création d'hommes de paille. Et puis après ça, on a le système qui utilise un deux poids, deux mesures pour s'attaquer à des personnes qui ne font qu'exercer leur liberté d'expression dans la démocratie.
Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont les valeurs démocratiques qui sont finalement attaquées. C'est même plus dans ce qu'ils appellent la démocratie au 21e siècle. Là, ce sont les piliers qui ont constitutifs de la démocratie qui sont attaqués. Ici, on a Johan Power qui risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour avoir dénoncé une opération drag queen avec, c'est sur des enfants, là, la sexualisation des enfants avec des thèmes comme gorge profonde pour des tout-petits. On le voit ici à Sud Radio, expliquer son cas. Je vous montre l'image. Je risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Je tombe littéralement de 1000 étages. Bienvenue à Pédoland. Il y a 1 an, j'ai dénoncé un pique-nique de drag queen à Nice avec des enfants. Un animateur qui parlait de gorge profonde devant les gamins. Il m'appelle gorge profonde et je ne dirai pas pourquoi. Mais il s'éclate, ces petits devants. Des capotes à la vue des gosses, des ateliers idéologiques pour apprendre à classer les genres. Ce stand du planning familial informe les enfants de 5 ans sur les vulves, des pénis. Voilà, sexualisation des enfants. Encore une fois, comprenez que tout ça, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas un retour de la virilité. C'est quand tu sais, tu t'insurges, tu as envie de te battre, etc., tu deviens une cible du système. Ici aussi, Thaïs Descuffion, qui elle aussi encourt la prison pour des propos tenus en ondes, notamment en ce qui concerne les agressions en France. Tu sais, ils vous disent, par exemple, ça ici, attendez un instant. On nous dit, là, je commence à fatiguer, là, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. En tout cas, impunité, non. On nous dit, il y a des... je sais pas où est-ce que je l'ai mis, ça. Dommage. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ici, c'est ça. Vous voyez, donc, rappelez-vous le rapport, il y a à peu près 2 mois de l'UQAM qui montrait encore une fois le masculinisme. Le rapport de Denis Dupuis-Déry, là, le gars Antifa qui avait un drapeau Antifa dans son bureau ici, lui est en croisade contre le masculinisme et ils essaient de nous faire croire que ce sont des hommes blancs qui causent les troubles, etc., alors qu'on sait que c'est des gens issus de l'immigration qui causent la plupart des incivilités, des agressions sexuelles, etc., etc. Et quand ce rapport-là est sorti, rappelez-vous, il y a la petite Yasmine Abdel-Fadel qui disait ce sont les hockeyeurs nazis, etc. Mettez ça dans le contexte de cette espèce de guerre idéologique contre la virilité. Lui a produit un rapport, et là... Ça ici, c'était cette semaine dans Le Temps, un journal suisse. D'abord, il s'agit de devenir riche, ensuite de dominer les femmes, le masculinisme, ce danger multiforme. Oui, c'est rendu un danger réel. C'est une caricature. Et ils essaient de faire passer justement comme les hommes blancs, comme le problème principal. On voit des annonces où les hommes blancs agressent les femmes dans le métro, etc., alors que on sait qui sont les coupables. Et c'est exactement ce que Thaïs Descuffion a dit à la télévision. Elle s'est fait agresser chez elle, et c'était un homme d'origine maghrébine. Et elle va à une émission expliquer son agression, et un des présentateurs, je ne sais pas si c'est le présentateur ou un des commentateurs, dit « ce sont les hommes qui sont le problème, n'est-ce pas? » Il a dit « non, ce ne sont pas les hommes, ce sont les hommes d'origine arabe et africaine qui sont le problème. » Et donc, vous voyez encore une fois comment on déplace le problème et l'ingénierie sociale. Bientôt, je serai peut-être en prison. La raison, je vous mets le passage média concerné. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il a terminé, Vincent. Et non, c'est pas un mauvais scénario pour un film, c'est ma vie. Et je vais vous raconter un petit peu. Voilà, et donc son histoire a été retouchée absolument. Elle-même, elle a été agressée. Quand elle dit que le problème, ce sont les hommes issus de l'immigration, on sait que... je veux dire, quels sont en France, ils ont banni les statistiques selon l'origine ethnique, mais on sait, juste en ayant les noms des personnes en prison, qui sont les principaux fautifs. Et Elon Musk a quand même retweeté son histoire. Encore une fois, silence médiatique complet en France. Et c'est seulement par Internet que ça sort. C'est la même chose avec les grooming gangs. En Angleterre, il y a Rupert Lowe qui a sorti le rapport sur les grooming gangs, les gangs de viol en Angleterre, et silence complet des médias. Encore une fois, c'est passé, The Rape Gang Inquiry, read the report,
Rape Gang, et je vous avais montré des vidéos de Robert Lowe il y a à peu près 1 an ou 2 qui expliquait à la télévision, à l'intérieur du Parlement anglais, que 250 000 jeunes filles blanches anglaises avaient été violées et prostituées par des gangs pakistanais en Angleterre et que la police était complice. La police, la petite fille de 13 ans se rend à la police pour porter plainte. La police la prend, la ramène chez les personnes et il dit have fun with her. Profitez-en. Hein? Parce qu'il ne voulait pas, entre autres, se faire traiter de raciste, etc. Donc, les médias sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont taire des sujets et vont attaquer tous ceux qui ont le potentiel de se lever, parce que ceux qui se lèvent, ce sont ceux qui en Irlande, entre autres, là, avec la mort de Novak et tout, ce sont les hommes qui... et là, ici, rappelez-vous, donc Novak qui a été poignardé par Vikram Dingwa, le Sikh, avec son kirpan, et là, la maison de Dingwa, Vikram Dingwa, a été prise d'assaut par des hommes. Donc, on comprend que les autorités ne veulent pas ce genre d'événement-là, mais c'est pas en faisant l'omerta que vous allez régler le problème. Au contraire, c'est en parlant et en changeant les politiques. Si vous faites juste taire le problème, vous allez avoir ce genre de débordement-là. Ce qu'ils veulent pas, c'est ça, finalement, vous allez avoir de la masculinité qui déborde. Parce que ce qui est en train de se passer, surtout avec l'omerta des médias, est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Et donc, ce rapport-là est truffé de déclarations de police. Encore une fois, c'est tout basé sur des faits. Les médias, on n'en parle absolument pas parce qu'ils ne veulent pas de conséquences négatives à l'immigration, que les gens se fassent des idées et qu'il y ait des stéréotypes qui soient véhiculés. Or, le rapport montre un certain nombre de stéréotypes, qu'un certain nombre de stéréotypes sont validés. Des gens qui parlent de ça, comme Alexandre Cormier-Denis, se font attaquer par les antifas, comme nous aussi on s'est fait attaquer par des antifas, dans le silence complet des médias, encore une fois, dans le silence complice des médias. Alexandre Cormier-Denis, que vous connaissez peut-être en France, il commence à être de plus en plus populaire en France, il est invité sur plusieurs plateaux, a vu sa voiture incendié à Québec alors qu'il appelait à manifester, mais pas à manifester en fait, à se rassembler pour la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête nationale du Québec. Et voici ici, sa voiture a été incendiée par les antifas. Et les médias ont passé ça entièrement sous silence, encore une fois. Entièrement sous silence. Vous me voyez ici avec Alexandre Cormier-Denis dans le clip qui a un peu comme lancé ma présence en ligne. La diversité n'est pas notre force, un clip dans lequel je montre une vingtaine d'études qui montrent qu'à partir d'un certain seuil, une trop grande diversité détruit le lien social. C'est littéralement ça. À partir d'un certain seuil d'immigration, la diversité détruit le lien social basé sur des études scientifiques. Ouais, vous le voyez, c'est ça, il est passé, il y a plus de présence médiatique que moi, évidemment. Donc, il est passé ici à Cube Radio avec du Trisac. Il s'était fait attaquer il y a à peu près 2 mois par les antifas. Sa voiture avait été encerclée. La police ne fait rien. La police ne fait rien. Rappelez-vous, dans le cas du celui qui avait lancé la bombe dans l'église, la bombe fumigène dans l'église où Sean Furst, le chrétien, avait chanté, absolument rien, aucune arrestation. Rebel News avait retrouvé le bonhomme. Il travaillait pour la Défense nationale et lorsqu'il avait été découvert par Rebel News, il avait téléphoné à quelqu'un et tout de suite un antifa était venu tabasser la reporter de Alexandra Lavoie. Et donc, encore une fois, c'est silence médiatique. Les antifas ne sont jamais embêtés. Ils ciblent, encore une fois, tous ceux qui s'insurgent contre ça. Et ça, il y a un lien entre ça et la virilité et le fight. Voilà. Donc, je pense qu'on peut peut-être laisser ça ici. On va...
moi, c'est ça ici. Vous avez, par exemple, à titre d'exemple, la Homeland Security aux États-Unis, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et l'objectif n'a jamais été aussi clair. Remigration maintenant, ça, c'est le département de la sécurité intérieure des États-Unis qui dit qu'on a besoin de remigration. Regardez les partis en Europe qui sont sur la ligne remigration et ce sont les partis pour lesquels on devrait accorder notre appui, auquel on devrait accorder notre appui, contrairement à François Asselineau, qui est à peu près le seul, avec Jean-Luc Mélenchon, à refuser la remigration. Et parce qu'on nous dit c'est quoi l'agenda, hein? On nous dit ici, vous voyez, comme une des députées à l'Assemblée nationale, une des députées de Mélenchon, la France insoumise, nous dit le grand remplacement est déjà acté, là, ça sert à rien, vous avez perdu la bataille, vous êtes déjà remplacé, nous dit Clémence Gaëté de la France insoumise. Je vous le dis, en réalité, vous faites de la peine parce que c'est une bataille que vous avez déjà perdue. Vous avez perdu la bataille idéologique, raciste. Aujourd'hui, un Français sur 3 est déjà lié à l'immigration. Donc remballez vos dernières propositions de loi de survie pour essayer de préserver des Français dits de souche, en réalité des Français blancs, puisque voilà là où est votre problème. Vous ne supportez pas les personnes qui viennent de l'immigration et vous déroulez... Etc., etc. Bizarrement, 83% des Français sont pour la remigration. Donc, même si le sondage était truqué, tronqué, quoique c'est un sondage qui a été fait avec, Europe 1, le Journal du Dimanche et CNews. C'est quand même, c'est pas un journal, c'est pas un sondage publié par un parti politique. Là, c'est pas... même s'il était 15 points au-dessus, tu sais, on aurait quand même 70% des gens qui sont pour la remigration. Il faut juste commencer à comprendre que le thème de la remigration est essentiel. C'est défendu par l'administration Trump. La remigration est une politique officielle de la superpuissance mondiale actuelle et c'est voulu par probablement 80% de la population partout dans le monde. Au Canada, c'est massif. Les gens veulent la remigration, notamment une partie de la communauté indienne. Il y a trop d'Indiens ici. Et potentiel aussi, genre, tu sais, je ne veux pas nommer des communautés, là, mais je pense que tout le monde sait de quoi. Les prières de rue, ça n'a pas vocation à continuer au Québec. La construction de plus de mosquées non plus n'a pas vocation à continuer au Québec, etc., etc. OK? Donc, il y a aussi, encore une fois, à titre d'exemple sur l'omerta médiatique, le 2 poids, 2 mesures extérieures, le film Citizen Vigilante, qui a été banni en Allemagne et banni en Angleterre. C'est un film où on voit justement quelqu'un qui prend, un ancien militaire qui prend en main le fait de faire justice aux victimes de l'immigration. Tu sais, il y a le petit Louis, le petit Novak, etc., les femmes tabassées, les femmes violées, etc. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Les tribunaux ont été cooptés par les mondialistes. C'est le dernier bastion mondialiste, on l'a déjà expliqué. Et il n'y a pas de justice. Rappelez-vous, en tout cas, on pourrait citer comme plein de cas. Et lui, il dit, il décide de se faire justice lui-même ou de faire justice aux victimes. Pas de se faire justice parce qu'il n'est pas impliqué, mais de faire justice aux victimes. Et donc, c'est ça, sa incitation à la haine, etc. Ça a été... et ce que Elon Musk a fait, c'est qu'il a pris le film, il a acheté les droits pour 48 heures et il l'a mis sur X gratuitement pendant 48 heures. C'est-à-dire que quand on essaie de bannir quelque chose, ça crée au contraire un effet Streisand dans le genre « Non, ne regardez pas le dossier Epstein », dit Trump. Ça crée un effet Streisand. En bannissant le film, l'Allemagne et l'Angleterre ont réussi à créer un effet Streisand sur le film Citizen Vigilante. J'ai regardé des parties du film, j'ai sauté. C'est pas un super bon film, là. C'est pas un film haut budget, c'est pas un film... mais c'est un film pour les gens qui ont un peu de rengaine. C'est un film qui va laisser sortir de la vapeur, qui va... en espérant que ce soit pas... que les gens prennent pas ça en exemple. Là. C'est ça, évidemment, le truc. Là. Donc,
qui fassent pas, qui pensent pas à l'action eux-mêmes. Mais c'est juste que ça explique le ras-le-bol de la population en Occident. Quand 83% des gens veulent la remigration, c'est qu'il y a un problème. Et les gouvernements n'adressent pas ce problème-là, ne respectent pas la volonté de la population, nous ont imposé l'immigration sans jamais nous consulter. Personne n'a demandé à ce que des centaines de mosquées poussent dans nos villes. Personne n'a voulu ça. Ça nous a été foncé dans la gorge. Si tu t'opposes à ça, t'es évidemment un raciste. Et là, après ça bouille. Puis là, il y a une montée, justement, de la virilité pour, tu sais, comme faire quelque chose à propos de ça. Et là, tac, t'as un rapport de l'UQAM sur la masculinité toxique. T'as un documentaire mâle alpha sur les mâles alpha, la masculinité toxique. T'as une fusillade où est-ce qu'on détourne complètement le truc on invente une idéologie incel, puis on dit que le gars voulait tuer des femmes, alors que ça n'a jamais été le cas. Le rapport du Sénat français contre la masculinité meurtrière, tout arrive en même temps. Il y a cette offensive-là contre la virilité, parce que la virilité veut changer le système. Le système est pourri et beaucoup d'hommes en ont assez et veulent changer les choses. OK? Et ils ont peur de ça. C'est plus l'antisémitisme, là, oubliez ça, c'est fini. Israël a perdu la guerre de l'information. Les gens les critiquent comme ça se peut pas. Et puis là, c'est la virilité. Là. C'est ça le vrai problème. Et donc, soyez viril. Allez à la salle. Comme disent les Français, là, allez au gym. J'ai failli montrer des vidéos de moi au gym, justement, en levant, mais ça aurait fait un petit peu trop... je pense que ça n'aurait pas été... Peut-être éventuellement, je vais le faire. Comme RFK, comme Pete Hegseth, là. Sur le bench incliné, là, je suis capable de faire 2 plates 10. 2 plates 10 de chaque bord à l'incliné. Donc, c'est pas mal. OK. Anyway, on va finir, oui, c'est ça. On va finir, ça tarde, là. On va finir avec, je me suis peut-être perdu en conjecture, mais on va finir avec un clip hyper important du Trevor Noah podcast, où Trevor Noah et Don Lemon, ce sont deux... On va se finir sur une bonne note, là. Trevor Noah et Don Lemon, c'est l'ancien présentateur de CNN, discutent de Donald Trump. Et dans le podcast, à peu près après 1 heure dans le podcast, ils finissent par dire « Trump est un génie médiatique » et explique de quelle façon il a manipulé les médias pour obtenir 5 milliards de dollars en publicité gratuite lors de la campagne de 2016. 5 milliards de dollars de publicité gratuite, d'attention médiatique gratuite, parce qu'il disait des choses controversées. Alors, il a complètement manipulé les médias. Il disait un petit bout de phrase controversée et il était toujours à la une des journaux. Il était toujours à la une des journaux. Et c'est ça qu'ils disent, c'est un génie médiatique. Et après ça, il explique pourquoi, par exemple, Trump, des fois, appelle dans les podcasts. Et là, Trevor Noah demande à Don Lemon, il dit, sais-tu pourquoi Trump appelle dans les podcasts des fois? Et là, Don Lemon dit, c'est parce qu'il n'a pas le temps d'être partout à la fois, il veut faire tous les podcasts en même temps. Trevor Noah lui dit, non, c'est pas ça. C'est parce que, alors qu'on le voit pas, il y a les 2-3 personnes qui sont là, puis il y a une voix comme qui vient du dessus, et c'est comme le magicien d'Oz, c'est-à-dire c'est l'homme derrière le rideau. Ça donne c'est une organisation de l'espace médiatique qui donne l'impression que Trump est omnipotent, comme le magicien d'Oz. OK, écoutez bien ça. Et là, il y a une version, là, on se demandait avec les soldats de traductrices, là, si vous préfériez la version sous-titrée ou si la version doublée. On a les deux aujourd'hui. Je vais vous montrer la version sous-titrée au complet, puis après ça, je vais vous montrer une partie de la section doublée. Et vous me dites pour les traductions futures ce que vous préférez, sous-titré ou doublé. Alors, sous-titré, écoutez bien, Don Lemon, Trevor Noah et Don Lemon. Parler du génie de Trump. Et là, appliquer ça après ça aux faux chicanes, au détroit d'Ormuz, etc., etc. By the way, now that you bring that up, did you guys at CNN ever know that he was like playing you guys like puppets? Did you ever figure it out at some point? Oh, yeah. Okay. Yeah. Yeah. No, because there was a thing. So I think honestly, they maybe knew somewhere in the beginning, but it was good for business.
Do you remember Les Moonves? He goes, Trump is bad for the country, but he's good for business. He did say that. And Jeff Zucker said Donald Trump is many things, but one thing I'll tell you is he's a one-man ratings wrecking ball machine. Let me tell you something. Donald Trump is a media genius. Yeah. I got a story about that, but I tell you, the story. What did you say again? What were you asking? We were talking about marketing genius. Marketing media genius. How I knew Donald genius. Trump was going to win in 2016. Yeah. This was back in the day when I got newspapers delivered to my door. Now everything's online. I prefer holding newspaper, but then it becomes too much. So I would get the Washington Post, the New York Times. Sometimes they would send me just for fun, the company, like the New York Post, all of it. So I open these newspapers and Donald Trump is on the front page. And then I open the real estate section. Donald Trump is in the real estate section. Then I open the editorial section. There's Donald Trump. And then whatever. And I was like, well, where is Hillary Clinton? Right? And I said, this man is going to win. And Tim said, why? I said, because he's everywhere. And he's sitting, who knows, in his bed, on a toilet or whatever, calling into morning shows, right? He didn't come in, he just calls in. Do you know why he did it like that? Because he didn't have to go in, but he could talk to everybody. No, it's genius. Why? The reason Donald Trump did it like that is because he liked how it made him seem like the Wizard of Oz. Oh, yeah. So when Donald Trump would phone into a news show, but wouldn't be there, all the people on the show would just have to like sit there. Yeah. And it has the same effect of speaking to this like omnipotent power. Right. So they all sit on the couch. You see them on Fox all the time. They sit on the couch. Yeah. And they go, so Mr. President. Yes. So Mr. President, tell us. And then you just see the picture, his picture, that like smoldering picture of his. Yeah. And then he just talks and everyone just has to stare at the picture. And in those moments, you don't realize subconsciously, you are saying that this person is so important. They do not have to be here, but we have to listen to everything they say. Yeah. And he knew the power of that. That's something I never even thought about. He knew the power, but he knew it on a media level. He's genius. But he knew the power of it. He also knew that he could be everywhere, everything, everywhere, all at once. Au passage, maintenant que vous le dites, est-ce que chez vous, chez CNN, vous savez qu'il vous menait par le bout du nez? Ou vous vous en êtes rendu compte à un moment donné? Oh oui. Ok. Oui, mais oui. Ah ouais, ok. Non, parce qu'il s'est passé un truc. Je pense que, honnêtement, je pense qu'il le savait peut-être dès le début, mais c'était bon pour le business. Vous vous souvenez de Les Moonves? Il disait Trump est mauvais pour le pays, mais il est bon pour le business. Il a dit ça en effet. Jeff Tucker a dit Donald Trump est beaucoup de choses, mais je vais vous dire une chose, c'est une véritable machine à faire exploser les audiences à lui tout seul. Laissez-moi vous dire quelque chose. Donald Trump est un génie des médias. J'ai une anecdote à ce sujet, je vous raconterai. Qu'est-ce que vous disiez déjà? On était en train de parler du génie de marketing et du génie des médias. Comment j'ai su que Donald Trump allait gagner en 2016? Ouais. C'était à l'époque où je recevais les journaux papier chez moi. Maintenant, tout est en ligne. Et je préfère tenir un journal entre les mains, mais ça finit par faire trop. Et je recevais donc le Washington Post, le New York Times, parfois juste pour le plaisir. La société m'envoyait aussi le New York Post, tout ça. Et j'ai donc ouvert parce qu'il est partout. Il est assis, qui sait, dans son... Il parlait à tout le monde. Non, c'est un génie. Pourquoi? Si Donald Trump l'a fait comme ça, c'est parce qu'il aimait l'image que ça lui donnait, comme celle du magicien d'Oz. Oh oui. Du coup, quand Donald Trump appelait une émission d'actualité sans être présent, tous les invités devaient juste rester assis là. Ça donne l'impression de s'adresser à une sorte de superpuissance. Ils sont tous assis sur le canapé, on les voit tout le temps sur Fox. Ils sont assis sur le canapé et ils disent « Alors, monsieur le président ?» Oui, oui. « Alors, monsieur le président, dites-nous » Et puis on voit juste son image, cette image intense, et il se met à parler tandis que tout le monde est obligé de fixer l'écran. Et dans ces moments-là... Donc, les gens disent sous-titré, beaucoup sous-titré, mais c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il appelait dans les émissions au lieu d'être présent, c'est parce que ça lui donne l'impression que c'est comme une espèce de magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'il est tellement important qu'il n'a pas besoin d'être présent, et c'est cette voix qui est comme omniprésente au-dessus des présentateurs. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est étudié, etc. Ça fait partie, ils disent, c'est du génie politique. Il était partout, il était... dans la section éditoriale à la une, il était dans la section immobilière, il était partout. C'était Trump en 2016. Et Don Lemon a dit, il va gagner à cause de ça, parce que Hillary était nulle part, parce que Trump était provocateur.
avec des propos provocateurs. C'est message aux politiciens français, OK? Canadiens et tout, OK? Les patriotes, et voilà. Donc, vous avez dit doubler. C'est ça, mais massivement, c'est sous-titré, hein? Doublé. En tout cas, on va publier les deux sur Telegram, vous choisirez, on verra lequel a le plus de likes, OK? Donc, cette semaine aussi, on a eu on va terminer avec ça, on a eu un festival absolument fantastique de publications pro-QAnon de la part de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a publié ce tweet ici. Regardez en bas ici, c'est The White House. White House will be Q-posting today. Et là, le secrétaire de je ne sais pas trop quoi répond, c'est un agent de l'administration, dit Qubits in control, comme Patriots in control. C'était au sujet les applications quantiques, mais toute la formulation était QAnon. C'était une formulation QAnon. White House will be Q-posting. Q-posting, tout le monde sait c'est quoi Q-posting. Tout le monde sait c'est quoi, c'est Q. C'est quand Q-postings. Il y a même des sites de Q qui s'appelaient Q-posting. Donc, quand la Maison-Blanche dit Q-posting, c'est un gigantesque clin d'œil. Et regardez le tweet de la Maison-Blanche. Vous le voyez ici, le tweet de la Maison-Blanche. Donc, c'est... Oh, fuck, il a disparu. Voilà. White House will be Q-posting, n'est-ce pas? Ça, c'est le tweet de la Maison-Blanche. Et là, très, 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 très loin en bas, ils sortent « And by Q, we mean quantum ». Et par Q, nous voulons dire quantum, mais très, 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 très loin en bas. Donc, ils sortent la phrase de QAnon, Q-posting, et très, 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 très loin en bas. Ah, c'est à propos de quantum. Vous voyez bien que c'est un clin d'œil à Q. Encore une fois, ici, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle en anglais du dog whistle. Hein? Ici, j'ai traduit l'article de Wikipédia de dog whistle. Ce que ça veut dire, c'est comme les sifflets à chien. Les humains ne l'entendent pas, mais les chiens comprennent tous. Donc, ça veut dire que c'est comme un message codé que seulement certaines personnes peuvent comprendre. Donc ici, message codé en politique, le terme message codé désigne l'utilisation d'un langage codé ou subjectif dans la communication politique afin de rallier le soutien d'un groupe particulier sans provoquer d'opposition. Q. Là, ils peuvent dire non, on parlait de quantum, là. Ce langage apparaît anodin à la majorité, véhicule des messages spécifiques auprès de publics cibles. Hein, dog whistle, etc., etc. Ils donnent l'origine d'où est-ce que ça vient. Il y en a eu plusieurs. Ils ont reposté ça aussi. White House, c'est le site officiel de la Maison-Blanche. Make America Great Again, Q. Et ça a exactement la forme des publications de Q. Si vous étiez sur les forums, là, 8chan, et 4chan, ça ressemblait exactement à ça, la boîte grise avec le truc, la date, et ça a tout le visuel d'un post de Q, et c'est même marqué Q en plein milieu, publié par la Maison-Blanche, encore une fois. Et vous avez ici le département de l'énergie, le département de la guerre qui vous met un beau Q, Quantum Dominance. Il y en a eu plusieurs comme ça cette semaine. Et après ça, ils y sont allés avec... Patriots in control. Les Patriots have always been in control. Ce sont des phrases emblématiques de Q. Trump qui a republié une photo qui avait été initialement publiée par Q en 2020, où est-ce qu'on voit la différence entre Trump chez les cadets et Barack Obama, qui était essentiellement un hippie dans les années 60-70. Il a publié exactement la même photo. Vous avez donc White House will be Q-posting. Vous avez encore d'autres Patriots in control. Patriots in control, ça a toujours été la phrase de Q, etc. Okay? Donc, des gros messages suggestifs. Et là, on va dire un gros bonjour à Laurent Guyeno, qui était comme celui qui, chez ER, là, Égalité-Réconciliation, avait comme bien vérifié et avait fait de l'affirmation que les personnes sérieuses aux États-Unis, personne ne donnait du crédit à Q. Et le gars n'avait, comme Stanislas Berton, lu aucun post de Q avant de faire son propos. Il ne savait absolument pas de quoi il parle. Et là, qu'est-ce que tu as à dire, Laurent Guyeno, alors que la Maison-Blanche publie du Q? Rappelez-vous aussi les trucs ici. Il y en a eu comme plein l'année dernière. Genre,
Nothing can stop what is coming, c'est des phrases de Q, ça, publiées par Donald Trump avec un Q+ dans sa main. Ça, c'est lui, Q+. Tout le monde sait dans la communauté Q que Q+, c'est Trump lui-même, c'est le président, etc., etc. OK? Donc, très, très, très intéressant. Ça, encore une fois, Radio-Québec ne base jamais aucune de ses analyses sur des messages de Q, outre le fait qu'on comprend les fausses chicanes et l'objectif général visant à réduire les réseaux pédocriminels et tout. Là, ça, c'est, mis à part les axiomes, certains axiomes qu'on a compris dès le début, le reste de nos analyses demeure entièrement supporté par des textes, des clips, des éditoriaux et de la réflexion, et ça ne repose pas sur Q, mais c'est juste intéressant de voir les clins d'œil que l'administration fait à la communauté qui suit ça, la communauté Q. OK? Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est un retour de la virilité pour les femmes aussi, pour défendre aussi nos frontières, défendre... parce que là, ce que le système mondialiste, ce dont le système mondialiste a besoin, c'est d'hommes sans épines dorsales, d'hommes sans testostérone, d'hommes écrasés sur leur divan à manger des chips, incapables de rien faire, etc., sans volonté, des hommes brisés. Ils ont, ce qu'ils redoutent le plus, ce sont des hommes d'action. Ce qu'ils redoutent le plus, ce sont des hommes qui sont sur le logiciel Fight, Fight, Fight dans le cadre d'une guerre de l'information pour faire tomber le système mondialiste. Voilà. Et donc, on va remercier ceux qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Encore une fois, l'été, c'est toujours une période difficile et on vous supplie de ne pas nous abandonner en plein été. Il y a différentes façons de nous aider, par la poste, par transfert Interact, par PayPal aussi, par les cartes, etc. On va remercier Claude Deroy et Steve Tiger qui nous ont aidés lors de notre déménagement. Ça a été insupportable. Le déménagement, c'est l'enfer. Tu sais, il y a comme l'enfer de Dante, là. Puis après ça, genre une coche en haut, c'est le déménagement. C'est fou. C'est la chose la plus... pour un civil, là, il n'y a pratiquement rien, il n'y a aucun supplice pire qu'un déménagement. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns, là, je veux dire, mais acceptez la parabole. Et donc, ça fait 5 fois en 6 ans que je déménage. J'ai déménagé en 2024, en 2025 et en 2026. Et c'est l'enfer. En espérant que là, ça sera la dernière fois, donc avant longtemps. On va aussi dire qu'on a récupéré notre chaîne YouTube. On a reçu un message hier de la part de YouTube qui nous disait que Radio-Québec Inc. avait été, avec nos 121 000 abonnés, que la chaîne de YouTube avait été réactivée. Donc, on va recommencer à publier sur YouTube. On va probablement aussi recommencer sur Odyssey, etc. Voilà. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles. On remercie l'administration Trump d'avoir fait pression sur Mark Zuckerberg pour qu'on récupère notre Facebook, l'administration Trump pour faire pression sur YouTube pour la liberté d'expression. C'est une politique officielle de l'administration Trump, hein, la liberté d'expression partout dans la zone occidentale, rappelez-vous. Hein, et même en Europe, ils se battent pour la liberté d'expression en Europe. Et donc, on remercie ceux qui ont travaillé en coulisses pour nous redonner un micro sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous trouver sur notre Twitter, Radio-Québec, Alexis Cossette, Alexis_Cossette, Radio-Québec officiel sur X. X, c'est du commentaire. Hein. Les choses importantes que j'ai à dire, c'est dans les web-journaux. Et sur X, je republie des trucs intéressants, je commente, j'envoie promener des personnes, je fais certains commentaires. Mais c'est pas... il y a des personnes que X, c'est leur truc principal. Donc, c'est comme... Ils ont un feed X très, très, très organisé. Moi, c'est plus... Je suis un tweeter compulsif, mais c'est souvent... C'est pas... J'essaie pas d'être aussi professionnel que dans les web-journaux sur X. Okay? C'est plus facile de me rejoindre sur X aussi. Là, OK, voilà. Donc, c'est plus convivial sur X. Comme compte, c'est un compte plus convivial. Donc, on va essayer d'améliorer le son pour je vais me réécouter. Je ne sais pas de quoi j'ai là. Je vais réécouter la vidéo, voir si c'est si mauvais que ça, là, avec l'écho et tout.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec, peut-être un petit peu mieux organisé. Et voilà, on a déménagé cette semaine, ça a pris une partie de notre temps. Et puis, désolé si j'ai pas répondu à tous les messages des gens qui m'écrivent, mais j'ai été absent, genre 4 jours durant la semaine, à faire des boîtes, à déménager, à aménager. Voilà, OK? Donc, fight. Hein, les gars, on se donne rendez-vous à la salle de gym. On mange de la protéine, on mange de la viande. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!